En Afghanistan, les talibans ont repris le pouvoir 20 ans seulement après le renversement de leur régime. Le désormais ex-président afghan Ashraf Ghani, qui a fui le pays, a été accueilli aux Émirats arabes unis. Une situation qui a donc créé le chaos dans le pays. Des images relayées montrent une panique générale au niveau de la population qui essaie de quitter le territoire. Et justement, pendant ce temps, les États-Unis retirent leurs militaires du pays et procèdent à l'évacuation de leurs ressortissants, de même que certains pays européens tels que la France. A contrario, il y a des pays comme la Russie, par exemple, qui a décidé de rester à Kaboul, continuer ses activités et observer le nouveau gouvernement à la tête de l'Afghanistan et décider s'il faille ou non collaborer avec ce régime, une situation qui divise l'opinion internationale. Mais alors, qui sont les talibans? Ce sera l'une des interrogations de ce jour. Quel est leur objectif? Comment comprendre le soutien apporté à ces derniers? Quid également du retrait de l'armée américaine sur le sol afghan? Et puis l'enjeu est également économique. Ce sera notre actualité Afrique. C'est donc au centre également de l'actualité internationale au moment où certains pays occidentaux sont en perte de vitesse sur le continent noir. Les analystes appellent à revisiter d'autres partenariats qui pourraient être plus bénéfiques pour l'Afrique, et de ce fait, les regards sont tournés vers les pays membres du groupe BRICS, à savoir donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'humanité commune et prospérité partagée, c'est ce qui ressort des différents programmes de l'institution. Mais alors, le BRICS représente-t-il encore véritablement une puissance? Peut-on parler d'un véritable partenaire économique pour l'Afrique? Comment peut-il renforcer le développement économique des pays africains, entre autres questions qui seront également posées sur la table des discussions. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet autre numéro de Géopolitique internationale sur Afrique Média. Merci de nous recevoir chez vous. Vous l'avez donc compris, deux thématiques sur la table des discussions ce jour. Et puis, nouveauté dans le cadre de votre programme, nous sortirons bien sûr avec d'autres points. On fera quelques petites analyses sur certaines actualités avec nos invités qui prendront dans quelques minutes pour nous expliquer en bref ces situations. Eh bien, je m'avais donc vous présenter ceux qui vont nous accompagner dans le cadre de cette autre édition de Géopolitique sur Afrique Média. On a Gamal Abina, qui est analyste, expert, spécialiste du monde arabe. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Bonjour, merci. Alors, monsieur Gamal, avec vous, justement, on parlera de l'Union africaine, Israël, l'État hébreu qui est désormais membre observateur de l'Union africaine, lorsqu'on abordera justement l'actualité géopolitique. Michael Garmondi-Egorov est également avec nous, analyste à l'agence Observateur Continental. Bonjour à vous, monsieur, bienvenue. Bonjour Manuela, merci pour l'invitation. Avec vous, on reviendra sur l'actualité en République centrafricaine. Là-bas, une filiale du groupe français Castel accusée d'avoir soutenu des rebelles. On y reviendra lorsqu'on abordera l'actualité géopolitique avec vous. Sébastien Périmoni, auteur du livre Voir l'Afrique avec les yeux du futur, rédacteur en chef du site www.afriquedufutur.com et membre du bureau Afrique de l'Institut Schiller. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. On parlera des nouvelles attaques terroristes dans le Sahel, le cas du Burkina Faso, du Niger et du Tchad avec vous lorsqu'on abordera bien sûr l'actualité géopolitique. Et enfin Luc Michel, géopoliticien, bonjour, bienvenue. Bonjour Manuela, bonjour à ton plateau et bonjour à nos nombreux téléspectateurs. Luc Michel, avec vous, on reviendra sur les coulisses du soft power russe sur le continent africain. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce sera plus tard. Pour le moment, on va prendre la transition et aborder la première problématique de notre émission. Eh bien voilà, l'actualité nous envoie du côté de l'Afghanistan. Vous le savez, là-bas, le pouvoir a changé de main. On essaiera de comprendre, bien sûr, avec nos invités, la situation de ce côté-là. Plusieurs interrogations fusent, justement, au regard de la situation en Afghanistan. Alors, je vais commencer par vous, Luc Michel.
peut-être pour parler, pour comprendre un peu mieux la question sur ce pays-là. On parle des talibans qui ont donc pris la tête du pouvoir. Déjà, qui sont-ils? Qui sont les talibans? Lorsque la guerre se termine dans les années 1980 avec les soviétiques, il y a une guerre civile qui intervient entre les différentes factions soutenues par les Américains et les Pakistanais et les Saoudiens. En 1995, les Américains décident de mettre de l'ordre dans cette guerre civile et ils créent de toutes pièces avec l'aide des services secrets pakistanais qui s'appelle l'ISI. Les Pakistanais, c'est une dictature militaire idéologique wahhabite proche des Saoudiens. Ils décident de créer une nouvelle faction en Afghanistan, ce sont les talibans. Les talibans, donc, c'est une construction des Américains, de la CIA et des services secrets pakistanais. Mais dès qu'ils arrivent au pouvoir, premièrement, ils ne contrôlent pas le pays qui continue la guerre civile, et secondement, ils servent de refuge un peu partout à des groupes terroristes, notamment Al-Qaïda et Ben Laden à l'époque. Et les Américains décident donc en 2002, après le 11 septembre, de la guerre d'Afghanistan et de sa suite qui va être la guerre d'Irak. C'est donc une création. Il faut comprendre quelque chose, c'est que pour le moment, et de manière suspecte, les médias occidentaux, les médias de l'OTAN, ils essayent de nous vendre une anthologie avec la guerre du Vietnam. Mais Kaboul en 2021, c'est pas Saigon en 1975, et le Mali n'est absolument pas l'Afghanistan. S'il faut faire une comparaison, elle doit se faire avec la Somalie de 1994. Les Américains qui ont perdu la guerre, mais ils ont tiré les leçons du Vietnam, ils passent à leur plan B. Leur plan B, c'est la géostratégie du chaos, précisément qui a été mise au point dans le laboratoire qui a été la Somalie. La stratégie du chaos, elle n'est pas encore finie. Le pays aujourd'hui n'existe plus. Il a éclaté. Il y a notamment 3 États sécessionnés. C'est le même programme qui est en route en Afghanistan. En Afghanistan, les Américains, ils laissent 3 bombes géopolitiques. La première bombe géopolitique, c'est pour l'Afghanistan même, c'est-à-dire qu'on se dirige tout droit vers une nouvelle guerre civile. Les talibans, ils représentent majoritairement l'ethnie Pashtun, mais dans le nord, il y a l'ancienne alliance du Nord avec les Tadjiks. Eux n'admettront jamais le reste. Seconde bombe géopolitique, c'est contre les voisins de l'Afghanistan. C'est l'Iran, la Russie et la Chine. C'est d'empêcher qu'aucun de ces 3 pays ne prenne la main en Afghanistan. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Russes et les Chinois ils tentent désespérément d'établir des contacts avec les talibans. En dernière bombe géopolitique, elle vise les soi-disant alliés européens des États-Unis dans l'OTAN. Il ne faut pas oublier que l'OTAN, elle est brisée par une fracture interne fondamentale, c'est que l'alliance géopolitique, l'allié géopolitique principal, c'est-à-dire les pays de l'Europe occidentale, l'Union européenne, c'est le concurrent économique principal. C'est la guerre économique Europe-USA qui date depuis mes années Reagan, et c'est la guerre financière du dollar contre l'euro. Dès lors, il s'agit de fracturer l'Europe, notamment en envoyer contre elle, c'est comme en 2016 à propos de la crise syrienne, c'est de susciter une crise humanitaire qui va déboucher sur une immigration sauvage. Cette immigration va fracturer les pays de l'Union européenne, et c'est là qu'intervient enfin le volet immigration pour l'Afrique, c'est-à-dire qu'on est en train de diriger vers l'Afrique des populations venues d'Afghanistan, en Ouganda notamment. Et la grande crainte, c'est qu'au milieu de tous ces réfugiés, il y ait en fait, comme ça a été le cas en Syrie en 2016, il y ait des djihadistes qui viennent mener le djihad en Europe et en Afrique. Voilà donc l'analyse qui doit être faite. Il ne faut pas croire dans cette grande guerre médiatique qui est surtout la géopolitique du XXIe siècle. Dès que vous voyez les médias de l'OTAN, les médias américains nous vendre un scénario, vous savez que ce scénario, c'est le scénario du mensonge. Merci.
Merci à vous, Luc Pichet. Merci. On poursuit toujours dans la même lancée. On essaie de comprendre la prise de pouvoir justement par ceux qu'on qualifie, du moins ceux qu'on appelle les talibans du côté de l'Afghanistan. Je poursuis avec vous, Gamal Abina. Oui. Concernant justement cette prise de pouvoir, elle a été rapide pour certains, même si on rappelle que ces derniers étaient quand même au pouvoir. Si on fait 20 ans en arrière, ils ont quand même gouverner le pays. Ils sont revenus. C'est vrai que la question du timing intéresse également entre l'évacuation, du moins le retrait des militaires américains sur le territoire et aussi la prise de pouvoir par les talibans. Alors, comment est-ce que vous expliquez ces événements? Il y a déjà beaucoup de choses qu'il faut rappeler par rapport au passé. Et Luc Michel fait bien de rappeler que c'est un rapport géopolitique très important. D'abord, à l'époque, on soutenait Massoud du bout des lèvres. Parce que Massoud, c'est effectivement l'ethnie du Nord qui était soutenue par l'Iran. Les talibans étant les ennemis déclarés et farouches des Iraniens. Donc, sur un plan géopolitique, il y aura des conséquences sur ce retrait. Deuxième chose, il faut se rappeler que l'Afghanistan est une terre très riche. Il y a beaucoup, je crois que c'est la principale réserve mondiale du lithium. Donc, c'est quelque chose qui a du sens, dont les Américains ont vraiment besoin. Et le fait de faire une guerre sur un territoire, face à des adversaires qui n'étaient pas toujours les adversaires des Américains. Il faut se rappeler aussi dans les années 80, et Luc Michel l'a rappelé, pendant les 10 ans de guerre entre l'invasion russe de 79 et leur retrait en 89, durant 10 ans, les Américains ont alimenté un mouvement qu'on appelait les Freedom Fighters, c'était le terme américain, ou les Moudjahidines. Ces Moudjahidines, par la suite, sont devenus, après 2001, des djihadistes, donc c'est devenu des ennemis des Américains, mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas gagner cette fameuse guerre asymétrique, parce que déjà, quand on le rappelle souvent, l'Afghanistan est le cimetière des empires. Il faut se rappeler que les tsars ont perdu en Afghanistan, que l'empire anglais a perdu en Afghanistan, qu'évidemment les Russes, donc les Soviets, ont perdu en Afghanistan et pour finir l'empire américain. Donc ils se sont dit, à tout le moins, mieux vaut une paix raisonnée avec des gens qu'on connaissait déjà, puisqu'il faut se rappeler aussi que les talibans, ça veut dire étudiants en arabe, taliban, viennent du Pakistan allié américain. Ils viennent donc d'un soutien des Saoudiens et des Pakistanais, et qu'ils sont gérables du point de vue américain. C'est-à-dire qu'à la limite de tuer Ben Laden à l'époque, ce n'était pas un problème. En revanche, maintenant qu'il n'y a plus un ennemi déclaré des États-Unis en Afghanistan, on s'accommode parfaitement d'un pouvoir taliban qui ne dérangeait pas en 96 quand ils n'ont plus de pouvoir, et on s'accommode parfaitement de ce pouvoir. Pourquoi? Parce que les ressources sont très importantes là-bas. C'est aussi la route de la soie, cette fameuse route de la soie. Elle n'emprunte pas directement l'Afghanistan, mais elle y passe quelque peu. Et surtout, c'est le fait de ne plus perdre d'argent. 1500 milliards de pertes de dépenses militaires en Afghanistan, c'est un gouffre financier considérable pour les États-Unis. Donc ils disent, il vaut mieux mettre ces nouveaux gardiens de la paix barbus qui vont répondre à certaines revendications américaines, parce qu'il y a eu un accord entre eux. Ça ne s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire que l'Amérique n'est pas partie du jour au lendemain avec une prise de Kaboul sans guerre. La première prise de Kaboul en 89, c'est faite dans le sang entre le commandant Massoud et Gulbuddin Batyar. Ça a été la destruction de la ville. Là, cette fois-ci, étrangement, ils sont rentrés tranquillement, sans trop de panique. Alors évidemment, on a fait le rapport entre le retrait américain, enfin la défaite américaine en 75 à Saïgon, et les fameux hélicoptères qui partaient un petit peu en fuyant littéralement. Et cette fois-ci, un retrait qui a été organisé malgré tout. Ça donne le sentiment de panique, mais c'est une mise en scène. Donc je pense qu'effectivement, les Américains se sont arrangés avec les talibans pour pouvoir négocier sur le terrain de l'exploitation minière, je suis persuadé. À côté de ça, ça les arrange parce que ça casse les pieds aux Russes, aux Chinois évidemment, et surtout aux Iraniens, parce qu'à nouveau, le trafic de drogue va reprendre à la frontière iranienne. À nouveau, il y aura des échauffourées, on s'attend à une guerre. Il a failli y avoir une guerre d'ailleurs contre l'Iran il y a quelques années. Donc tout ça est quelque chose qui est parfaitement réfléchi par les Américains. Le retrait n'a pas été un retrait de panique, ni une fuite en avant, puisqu'ils savaient très bien ce que faisaient les Américains. Ils ont négocié avec les talibans, ça s'est fait au Qatar. L'ancien pouvoir s'est réfugié comme par hasard aux Émirats Arabes Unis, c'est pas un hasard, parce que le Qatar et les Émirats Arabes Unis sont ennemis. Et à partir de là, on se rend bien compte qu'il y a une passation de pouvoir en douceur qui s'est faite. Donc je ne crois pas du tout à l'idée que le retrait ait été fait dans la panique ou que ça n'ait pas été un accord tacite entre les Américains et les talibans. Ça a bien été négocié au Qatar. Ils se sont mis d'accord et ils ne vont certainement pas revenir avant longtemps, les Américains. Merci Gamal Abina déjà pour ce premier jet. Avec vous, Sébastien Périmoni, on poursuit peut-être toujours sur la même question. Justement, quelle est l'histoire entre l'Afghanistan, les talibans et les États-Unis? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Ce qu'on ne dit pas, déjà, moi j'aimerais avoir un petit mot pour le peuple afghan, puisque le peuple afghan a quand même subi 20 ans de guerre.
Hier soir, vous avez la porte-parole du programme alimentaire mondial à Kaboul qui a dit qu'une personne sur trois en Afghanistan aujourd'hui souffre d'insécurité alimentaire. Donc sur 39 millions de personnes, vous imaginez que ça fait quand même 13 à 14 millions de femmes, d'hommes et d'enfants qui vont se coucher le ventre vide. Donc, et c'est souvent les populations qui souffrent en fait de ces guerres géopolitiques où un jour on soutient les talibans, le lendemain on les détruit, aujourd'hui on les ressoutient et demain on va les redétruire. Donc dans toute cette géopolitique qui est mise en place par l'Occident, on voit bien que c'est toujours les populations qui souffrent. Et puis en plus on sait que là-bas il y a eu des sécheresses, que la production agricole a chuté, que les prix alimentaires sont en train d'augmenter. Donc tout ça est le résultat justement de cette géopolitique chaotique qui a été menée. Donc aujourd'hui, moi, je ne suis pas expert, hein, si vous voulez. Aujourd'hui, j'entends tous les jours des experts en disant les talibans ceci, les talibans cela. On voit que les talibans aujourd'hui au pouvoir discutent à créer un gouvernement, discutent avec les Russes, discutent avec la Chine, discutent avec les États-Unis. Donc on ne sait pas vraiment quelle est aujourd'hui leur intention. C'est très difficile de voir où ils vont aller. Mais on peut voir aussi certains paradoxes, puisque les États-Unis ont par exemple bloqué tous les avoirs du gouvernement afghan. Il y avait quand même 9 milliards de dollars. Il y avait des réserves d'or pour 1,2 milliard, toutes les réserves de change. Donc il y a toute cette question aussi financière. Et je pense que aujourd'hui, après l'échec sur le plan militaire, on s'oriente vers une guerre économique. Et que, évidemment, moi je pense que tout ce chaos en fait est organisé et que, comme je l'avais dit dernièrement, on est dans une géopolitique du chaos permanent qui permet justement aux projets qu'il y a dans toute la région, les projets autour de l'initiative Une ceinture, une route, les projets que propose la Russie justement dans cette région du monde. Je dirais qu'aujourd'hui, le chaos sert plus justement à la géopolitique américaine qu'elle ne l'arrange. Sébastien Périmoni, Michael Garmondi, on s'intéresse à la position de la Russie face à cette situation. Si l'on prend en compte la thèse selon laquelle il s'agit justement d'un arrangement, en tout cas, entre les États-Unis et bien sûr les talibans, et lorsqu'on sait également que la Russie pour le moment, n'a pas, entre guillemets, paniqué face à la situation. La Russie essaye d'observer ceux-là qui viennent de prendre le pouvoir et voir s'ils vont pouvoir continuer à collaborer, du moins collaborer avec ces derniers. L'on s'interroge tout de même sur ce soutien, parce que beaucoup parlent déjà de soutien de la Russie et même aussi de la Chine aux talibans. Comment comprendre cet état des choses quand on sait que lorsqu'on parle de talibans, on parle de terreur, on parle de meurtre, du moins c'est ce qu'on nous a toujours présenté. Merci Manuela pour la question. Tout d'abord, j'aimerais faire une toute petite parenthèse parce qu'au-delà du parallèle qui est fait dans les médias, notamment occidentaux, entre la situation actuelle en Afghanistan et le Vietnam, j'entends assez souvent le parallèle entre la période de la présence soviétique et la période de l'occupation américaine. Je ne suis pas très d'accord avec ce parallèle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il faudrait rappeler que l'URSS, le pays dans lequel je suis né, n'a pas envahi l'Afghanistan, mais a été invité par son allié afghan, à savoir le gouvernement socialiste afghan qui avait le pouvoir. Donc effectivement, il y avait une guerre civile qui était en place. Le gouvernement socialiste afghan de l'époque a demandé à l'URSS d'intervenir. L'URSS a répondu par le positif. Donc ça, c'est la première chose. À la différence des Américains qui se trouvaient en Afghanistan, justement dans un but typiquement d'invasion et d'occupation, sans oublier le fait que, ils ont justifié cela par la nécessité de lutter contre le grand mal, comme ils nous matraquaient à l'époque, Al-Qaïda. On se rappelle très bien de cette époque. Et aujourd'hui, finalement, cette même Al-Qaïda qui est devenue un allié semi-officiel des mêmes États-Unis, ne serait-ce qu'en Syrie, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a aussi une différence majeure, c'est que quand l'URSS quittait l'Afghanistan, ce n'était pas une défaite militaire, parce que militairement, l'URSS contrôler la situation sécuritaire incomparablement plus que ce n'était le cas pour les États-Unis actuellement, mais c'était effectivement une défaite des politiciens qui ont pris cette décision, et pas seulement vis-à-vis de l'Afghanistan, mais plus généralement en trahissant les intérêts soviétiques, aussi bien en Amérique latine avec nos alliés cubains, en laissant tomber nos positions sur le continent africain, en retirant les forces d'Allemagne de l'Est, d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, en
détruisant le pacte de Varsovie, et ainsi de suite. Donc, c'était une trahison à la base intérieure. Donc, encore une fois, ce n'était pas une défaite militaire, et c'était effectivement une trahison intérieure avec toutes les conséquences que l'on connaît. Ce qui est loin d'être le cas pour les États-Unis, parce que ceux qui se trouvent à la tête de Washington aujourd'hui, ce ne sont pas des traîtres intérieurs. Au contraire, ils s'accrochent désespérément à leur monde, à leur concept révolu qui s'appelle le concept unipolaire. N'est-ce pas? Voilà. Et dernier point que j'aimerais citer, c'est que quand l'URSS a retiré ses troupes effectivement d'Afghanistan, le gouvernement socialiste afghan a réussi à maintenir le pouvoir encore pendant plusieurs années. C'est dire la différence de l'assistance qui était accordée. Il n'y avait plus de troupes soviétiques. Oui, il y avait toujours un soutien économique, il y avait le soutien en armement, il y avait des conseillers militaires soviétiques qui continuaient à aider le gouvernement afghan socialiste, mais il n'y avait plus de troupes soviétiques. Et pourtant, le gouvernement socialiste afghan a encore continué à tenir plusieurs années, à maintenir le pouvoir. Et c'est la chute de l'URSS qui a précipité également sa chute, parce que là, il n'y avait plus de soutien du tout. C'était effectivement, comme l'avait dit le président Poutine, l'une des plus grandes catastrophes géopolitiques du XXIe siècle. Alors que quand on prend la situation sécuritaire sur le terrain aujourd'hui en Afghanistan, mais pas seulement aujourd'hui, mais depuis plusieurs années, les Américains déjà à la base, depuis toutes ces dernières années, ne contrôlaient pas plus que la moitié du territoire. Les talibans avaient le contrôle de pas moins que la moitié du territoire. Donc ça, c'est juste une petite parenthèse historique, et notamment le parallèle qui est fait entre la présence soviétique de 9 ans, en passant aussi, et les 20 années d'occupation états-unienne. Maintenant, plus concrètement par rapport à votre question, effectivement, la Russie comme la Chine se trouve dans une posture d'observation. Vous savez que chez nous en Russie, les talibans, le mouvement des talibans est toujours considéré comme une organisation terroriste. Et au vu de dernières déclarations qui ont eu lieu, malgré les contacts qui ont commencé, non pas depuis hier, mais depuis déjà plusieurs mois, entre la Russie et les talibans, il y a eu d'ailleurs des rencontres à Moscou, et on a vu également les rencontres en Chine, entre les hauts représentants chinois et les représentants du Taliban. Donc, malgré tout ça, la Russie a été très claire au vu des dernières déclarations, c'est que la Russie ne se presse pas à reconnaître le gouvernement des talibans, ni à enlever les talibans comme organisation terroriste en Russie. Et on est effectivement dans une posture d'observation, sachant que les talibans, dans leur version actuelle, ont donné un certain nombre de garanties et de promesses aussi bien à la Russie qu'à la Chine. Et c'est d'ailleurs pour l'une des raisons, vous l'avez cité également justement dans votre question, dans le reportage, l'ambassade russe et chinoise à Kaboul reste opérationnelle, à la différence des ambassades états-uniennes et françaises qui ont été évacuées. Mais cela ne veut pas dire aucunement que la Russie et la Chine applaudissent la prise de pouvoir des talibans. Effectivement, la Russie et la Chine sont dans une posture d'observation. Les responsables russes l'ont encore rappelé tout récemment, c'est que tout va dépendre maintenant de la suite et des actes que vont réaliser les talibans, aussi bien sur le plan intérieur que sur le plan régional. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, plusieurs de mes collègues qui ont aujourd'hui abordé le fait qu'il est très possible qu'il y ait un accord qui a été fait entre les talibans et les États-Unis quant à ce retrait. Et cet accord pourrait même entrevoir une déstabilisation de l'Asie centrale, qui, je le rappelle, sont nos alliés, qui sont les alliés de la Russie, qui font partie de l'Organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, et plus généralement, ça fait partie de notre espace eurasiatique commun. Donc évidemment, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas fermer les yeux. Et il est clair que s'il y a un danger qui sera créé pour nos alliés d'Asie centrale, ni la Russie ni la Chine ne resteront les bras croisés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore une fois, la Russie et la Chine observent la suite, et on verra si les promesses que les talibans ont données et les garanties qu'ils ont données, sur plusieurs volets, sur le fait qu'ils ne vont pas chercher à déstabiliser les voisins d'Asie centrale, sur le fait qu'ils vont pouvoir lutter contre le trafic de drogue, sur le fait qu'ils vont lutter contre Daesh. Ça aussi, c'est un point qui nous intéresse beaucoup, parce que ni la Russie, ni la Chine, ni l'Iran ne vont tolérer une implantation massive de Daesh sur le sol afghan. Aujourd'hui, on sait qu'il y a déjà une implantation de Daesh qui existe, même si elle n'est pas encore très massive. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il faut reconnaître aussi que les talibans ont plus souvent combattu Daesh que ne serait-ce que les troupes américaines, je veux dire sur le sol afghan. Mais ça ne veut pas dire que ça va continuer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on privilégie l'observation. On verra ce que les talibans feront. Ils seront dignes des promesses et des garanties qu'ils ont données. Et c'est à partir de là que nous déciderons de la suite, si on pourra maintenir un dialogue plus ou moins constructif, ou sinon il y aura un risque de détérioration avec tout ce que cela implique, y compris avec la participation, ce n'est pas à exclure, s'il y a un danger pour nos alliés d'Asie centrale, de l'organisation du traité de sécurité collective. Merci Michael Garmondi. Luc Michel, alors au-delà de cette posture qui intéresse bien évidemment la posture de la Russie, la Chine ou encore l'Iran,
face à la situation du côté de l'Afghanistan. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les États-Unis ont perdu la guerre face aux talibans? Ils ont perdu la guerre, mais perdre la guerre aujourd'hui, ce n'est plus une fatalité pour les Américains parce qu'ils ont mis au point précisément après la guerre du Vietnam ce qu'on appelle non pas la géopolitique du chaos, parce que ça c'est l'analyse géopolitique des guerres de Yougoslavie, mais la géostratégie du chaos. La géostratégie du chaos, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a le principal géopoliticien actuel américain, il s'appelle George Friedman. C'est l'ancien patron de Stratfor, qui est le think tank du Pentagone. Eh bien, George Friedman, il a écrit un livre manifeste qui s'appelle The Next 100 Years, les 100 prochaines années. Il y a des dizaines de pages où il explique ce qu'est la géostratégie du chaos. Que dit-il? Il dit à partir du moment où nous ne savons plus garder le contrôle militaire à l'ancienne, comme les canonnières du 19e siècle d'un pays, organisons le chaos et sur ce chaos, surfons au sens du sport sur l'océan et pas évidemment du surf sur Internet, surfons sur ce chaos et avec peu de moyens, avec nos firmes de sécurité, les services de renseignement privés de nos multinationales, avec nos mercenaires, etc., nous gardons le contrôle des éléments essentiels de ce pays. Et second avantage, nous empêchons tous nos concurrents géopolitiques, aujourd'hui le bloc de l'Est essentiellement, de prendre le contrôle de ce pays. C'est ce plan qui est mis en route dans la Somalie de 1991, dans la Libye depuis 2014, quand les Américains ont vu que le gouvernement pro-américain de Tripoli n'était pas capable de se maintenir au pouvoir. Et c'est maintenant la stratégie qu'on est en train d'appliquer en Afghanistan. Je le répète, j'ai utilisé l'expression de bombe géopolitique. Il faudrait plutôt parler de mine géopolitique. Vous savez que quand une armée quitte un champ de bataille, elle place des mines pour imposer des pertes à l'adversaire. Ici, c'est une triple mine géopolitique qui va nuire au bloc de l'Est, qui va nuire aux populations afghanes et qui va nuire aux alliés européens de l'OTAN des États-Unis. Vous savez qu'on a beaucoup parlé depuis 2 ou 3 ans, en particulier à cause de Trump, on a parlé des projets d'une défense européenne au sein de l'OTAN. La défaite en Afghanistan, c'est avant tout une défaite de l'OTAN avant d'être une défaite des Américains. C'est un piège dans lequel les Américains ont attiré les Européens. Vous allez voir qu'après cette défaite, on ne parlera plus de défense européenne et de toutes ces choses dont les Américains ne veulent pas. C'est une politique machiavélique. Elle se fait sur le dos des peuples. Il faut arrêter de parler de gouvernement, de gouvernance, de crise humanitaire, de droits de l'homme, etc. Les Américains, pour eux, les peuples et les régimes politiques qui leur sont alliés, ce sont des citrons. Quand on a pressé le citron, il n'y a plus de jus dedans. On les jette à la poubelle. C'est ça qui est en train de se passer en Afghanistan. Notez, comme on l'a souligné, que quand les Russes sont partis dans les années 80, la République d'Afghanistan s'est encore maintenue pendant 3 années. Ici, les Américains ont amené les talibans, avec qui ils négocient à Berlin et à Doha depuis 6 ans maintenant. Ils ont amené les talibans pacifiquement au pouvoir, un peu partout dans les villes afghanes, en quelques jours. Il faut souligner quelque chose, c'est que l'Afghanistan, ce n'est pas un pays de villes, c'est un pays rural. Les talibans ont beau s'emparer des villes, ils ne sont pas capables de contrôler ce pays. C'est le chaos qui s'installe. Dedans, la diplomatie russe et chinoise, elle démontre une fois de plus que la diplomatie et la géopolitique, c'est 2 choses. Il y a beaucoup d'illusions à Moscou et à Pékin. À Téhéran, il n'y a pas ces illusions-là. Téhéran a pris la mesure du danger que représente le régime taliban et les médias d'État iraniens, depuis une dizaine de jours, ils multiplient les analyses et les avertissements. On a compris à Téhéran qu'il n'y avait rien de bon à entendre. À Moscou et à Pékin, on pense encore qu'on pourra neutraliser ce chaos. C'est une illusion à mon sens. Merci Luc Michel. On rappelle que nous sommes en train de sortir de cette première thématique. Gamal Abina, alors sur le plan sécuritaire, est-ce qu'on doit craindre des conséquences en Afrique alors qu'on vient justement de perdre l'un des pionniers de la lutte contre le terrorisme en la personne du maréchal Idriss Déby? Beaucoup pensent que
il pourrait y avoir des répercussions sur le continent? La seule répercussion en Afrique par rapport à l'Afghanistan qu'il y a eu, c'était les fameux Freedom Fighters qui ont rejoint le combat contre les soviétiques. D'ailleurs, pour rebondir sur ce qu'a dit notre interlocuteur tout à l'heure, Oui. il a raison sur un point. C'est vrai que l'URSS, militairement, même si elle perdait quasiment un hélicoptère tous les 2 jours, ne pouvait pas être défaite. Elle n'a jamais été défaite dans aucune guerre en réalité. Ne pouvait pas être défaite par les talibans. Mais ce qui se passe, c'est que Gorbatchev, avec sa fameuse perestroïka et toutes ses réformes, a conduit à la défaite aussi. Il voulait plus du URSS, c'était une catastrophe. Et en 1992, ça s'est effondré. Mais il n'en demeure pas moins que ça a absorbé beaucoup de forces russes dans ce combat, beaucoup de forces soviétiques, et que ça a dégradé l'image d'une Union soviétique qui donnait le sentiment qu'elle était effectivement tiers-mondiste, ce qui était vrai d'ailleurs. Donc je comprends ce qu'il veut dire par là, c'est pas tout à fait une défaite militaire parce que les Russes pouvaient tenir, mais ça reste une défaite dans la mesure où l'idéologie des soviets en a pris un grand coup. Et je comprends sa perspective. Par contre, pour ce qui concerne l'exportation du conflit en Afrique, je ne crois pas que les talibans, il faut se rappeler qu'ils étaient avant de perdre le pouvoir. Ils ont reçu effectivement Ben Laden qui fuyait le Soudan, excusez-moi. Il fuyait le Soudan, Ben Laden qui est un ennemi déclaré des Saouds, et les talibans l'ont reçu chez eux. Donc ça, c'est un peu une tradition tribale qu'on observe beaucoup chez les Pashtuns. Mais la seule chose qui est sortie d'Afghanistan en dehors de Ben Laden, c'était ces fameux Freedom Fighters qui sont revenus chez eux. Et on l'a vu en Algérie avec ce qu'on a appelé les Afghans, qui ont rejoint les rangs du fils et qui ont grossi surtout les troupes du GIA. Là, on a vu pendant 10 ans à peu près la conséquence d'une exportation de combattants d'un pays qui, il faut le rappeler tout de même, et c'est bien de le rappeler, est un pays martyr malgré tout. On oublie toujours que ça fait quand même 100 ans qu'ils ont la guerre sur leur territoire, 40 ans qu'ils ont une guerre ininterrompue, et que les enfants qui sont aujourd'hui des adultes, ces fameux talibans, sont des enfants de la guerre, donc ces enfants de violences psychologiques puissantes. Donc je ne crois pas du tout que les talibans sortiraient d'Afghanistan pour aller exporter leur modèle de combat à l'extérieur, mais là, ce qui est à craindre, c'est que ça devienne une terre de refuge pour certains mouvements radicaux, c'est vrai. Donc c'est plutôt dans un autre sens que je vois les choses. Et je ne crois pas que l'Afrique doit s'inquiéter des talibans. C'est plutôt l'Iran qui est la première cible des talibans. Et il y a à craindre, et je le dis aujourd'hui clairement, comme ça fait y arriver, une guerre entre l'Iran et les talibans. C'est évident qu'ils se détestent cordialement et que s'il y a une guerre, ce sera à nouveau une guerre asymétrique, une grande puissance industrielle comme l'Iran, face à des combattants et des guerriers russes comme les talibans. Donc c'est la crainte qu'on peut avoir, mais pas pour l'Afrique. Merci Gamal Abina. Sébastien Périmoni, l'Afrique ne devrait peut-être pas s'inquiéter de la situation, cette situation-là qui se déroule du côté de l'Afghanistan. Cependant, certains analystes estiment tout de même que l'action américaine pourrait être considérée comme un crime contre l'humanité, le fait de retirer. Est-ce que vous pensez que les États-Unis ont une part de responsabilité sur la situation en Afghanistan? Pleine et entière, comme je l'ai dit. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est un des lieux où s'expriment tous les combats depuis une trentaine, une quarantaine d'années, entre la guerre froide, les guerres post-11 septembre, et fait partie intégrante justement de cette géopolitique. Après, il y a quand même un paradoxe, parce que vous savez, hier, j'ai participé à une conférence donc de notre institut, l'Institut Schiller, et je mettrai l'article sur votre vidéo, et était présent Pino Arlacchi. Et Pino Arlacchi, c'est très intéressant parce que c'est lui qui avait négocié avec les talibans avant 2001 pour justement éradiquer toute la production d'opium et essayer de travailler avec les talibans justement pour transformer les productions d'opium en production agricole pour nourrir la population. Et à l'époque, ça avait marché. Avant 2001, la production d'opium avait été réduite de manière assez importante. Et une sorte de développement s'était mis en place au niveau agricole pour aider les populations. Malheureusement, tout ça a été détruit par la suite parce que l'argent de la drogue, il faut voir qu'un des rapports des Nations Unies a prouvé que c'est plus de 100 milliards de dollars qui sont blanchis chaque année grâce à l'argent de la drogue. Et donc, il n'y a quand même pas une partie négligeable dans le système bancaire international. Et qu'il faut quand même, et c'est ce qu'il rappelait, c'est que 90% de la drogue qui est consommée, si vous voulez, en Europe, 90% vient justement d'Afghanistan. Et aujourd'hui, on essaie de faire croire, j'ai encore lu certains articles dans la presse française, que les talibans se sont enrichis grâce à l'argent de l'opium. Et lui, donner les chiffres, et je pense que c'est important d'avoir les chiffres en tête. La production d'opium rapportée à l'Afghanistan, simplement 350 millions de dollars, c'est moins de 2% de son PIB.
alors que quand elle est vendue justement sur les sols européens, c'est plus de 20 milliards de dollars que ça rapporte. Donc ça n'a rien. Tout ce trafic de drogue qui est organisé en particulier par la City de Londres, parce que vous savez que les Britanniques, ce sont eux qui se sont opposés au fait qu'on arrête la culture de l'opium en Afghanistan, parce qu'elle profite via ce blanchiment d'argent de la drogue, si vous voulez, à récupérer cet argent. Donc on a toute cette situation qui est très complexe. Et après, sur le terrorisme, il y a un deuxième paradoxe. Vous savez, il y a une étude qui a été publiée par l'Université de Maryland, qui a une grande base de données sur le terrorisme, les actions terroristes, les attaques terroristes dans le monde. Et on regarde que depuis que Trump a décidé de retirer petit à petit les troupes justement de la région, bah, les attaques terroristes ont chuté de 50%. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre la présence américaine qui a qualifié, étiqueté les talibans de terroristes pendant des années, et quand on qualifie quelqu'un de terroriste, bah, il faut le tuer, il faut lui faire la guerre. Donc voilà cette guerre qui a été menée. Aujourd'hui, on change de stratégie, on retire les troupes et on voit que justement les attentats terroristes diminuent. Donc je pense que c'est pareil pour l'Afrique. Évidemment, la présence des forces françaises, l'opération Barkhane, on l'a vu, plus la France a été présente dans la région du Sahel et plus le terrorisme s'est développé. Donc je pense qu'on aura exactement la même dynamique, que si les pays d'Afrique arrivent à faire sortir les troupes occidentales du continent pour développer leur propre pays par l'agriculture, les transports, les chemins de fer, l'agriculture, à ce moment-là, on pourra régler le problème du terrorisme par le développement. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête. Merci à vous, Sébastien Périmoni. Michael Garmandi, on sort avec vous sur cette question. Faut-il ou non discuter avec les talibans? C'est l'autre interrogation peut-être avec vous. Quand on sait que beaucoup estiment qu'il y aura une certaine reconfiguration géopolitique avec la prise de pouvoir des talibans, lorsqu'on prend par exemple le cas du financement, on parle du Pakistan et de l'Inde. De l'autre côté, on a le groupe Chine-Russie qui observe. On a les États-Unis qui se sont retirés et d'autres pays européens. Alors, est-ce que vous pensez que cela va changer plus ou moins la donne sur le plan géopolitique au niveau du repositionnement des États? Je pense que bien sûr qu'il faut discuter. Dans tous les cas, il est impossible de ne pas faire sans ces discussions. C'est tout simplement de l'ordre de l'impossible. Vous savez, moi je pense que la posture qui a été adoptée par la Chine et la Russie sur le dossier afghan, elle est juste. Parce que quoi qu'on en dise, on ne peut pas aujourd'hui émettre des conclusions trop hâtives. Et vous savez, j'aimerais dire aussi une autre chose, c'est que quand on parle de géopolitique, parce qu'aujourd'hui c'est quand même de la géopolitique dont il est question, il ne faut pas négliger non plus la question de la géoéconomie. Vous savez parfaitement qu'il y a une superpuissance géoéconomique de premier plan qui se trouve juste à côté de l'Afghanistan, c'est la République populaire de Chine. Je pense qu'on n'a pas besoin de présenter l'importance, l'énorme importance, même stratégique, que représente l'initiative de la nouvelle route de la soie, la ceinture de la route pour la Chine. Et aujourd'hui, il faut savoir que la Chine, en Afghanistan, ne fait pas seulement de discuter sur le plan diplomatique avec les talibans, il y a déjà une présence économique chinoise qui commence à s'implanter en Afghanistan. Et même si effectivement il y a incontestablement un scénario souhaité par Washington qui souhaiterait déstabiliser les intérêts des puissances régionales eurasiatiques en manipulant la situation en Afghanistan, je suis entièrement d'accord avec ça, mais il ne faut pas négliger aussi les capacités de riposte de la Chine et de la Russie. Et pas seulement sur le plan sécuritaire, j'ai parlé tout à l'heure des capacités sécuritaires, sans d'ailleurs avoir le besoin de lancer une large opération terrestre sur le sol afghan. Voilà, parce que déjà aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, l'interaction par exemple entre la Russie et le Tadjikistan, la Russie et le Kirghizistan, et très possiblement aussi avec l'Ouzbékistan, et aussi bien dans le cadre bilatéral qu'avec l'implication de l'Organisation du traité de sécurité collective, c'est une chose. Et il ne faut pas aussi négliger les capacités économiques qui peuvent être mises en œuvre pour justement empêcher que la situation ne se détériore. Vous savez, les talibans, on a beau les présenter comme des obscurantistes absolus, mais encore une fois, ils sont quand même... voilà, encore une fois, ce n'est pas Daesh, d'accord, et ce n'est pas Al-Qaïda. C'est-à-dire que il est clair et net qu'en Russie ou en Chine ou en Iran, l'idéologie des talibans, ce n'est pas quelque chose qui peut être apprécié, parce que leur vision des choses et leur vision sociétale est tout sauf la nôtre.
Mais encore une fois, je crois qu'il y a parmi eux des gens qui sont capables de faire une analyse justement de la conjoncture internationale actuelle. Je pense qu'il y en a plusieurs qui en sont capables. Et je pense aussi qu'ils ne sont pas forcément prêts à se tirer plusieurs balles dans les jambes, dans les pieds et dans la tête, au cas où justement qu'ils vont créer des problèmes sécuritaires majeurs pour la Chine et la Russie. Je pense qu'aujourd'hui, la Chine est vraiment déterminée à jouer un rôle important, y compris sur le plan économique, dans son interaction avec l'Afghanistan. Et je pense que c'est quelque chose, l'aspect géoéconomique des choses, qu'il ne faut pas négliger, au-delà de l'aspect sécuritaire et de l'aspect géopolitique. Merci Michael Garmondi. Eh bien, on prend une courte transition, on revient pour aborder la seconde thématique. Les pays du BRICS peuvent-ils apporter, du moins contribuer au développement économique des États africains? On en parle alors dans le cadre de cette seconde partie de géopolitique internationale sur Afrique Média. Sébastien Périmonier, je vais commencer avec vous sur cette question. Le BRICS, alors on parle du Brésil, Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Est-ce que ce groupe représente encore une véritable puissance sur l'échiquier mondial? Pour moi, tout à fait. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises dans le cadre des BRICS. Déjà, ce qui a été intéressant dans la création des BRICS, ça a été le retour à ce qu'on a appelé l'esprit de Bandung, c'est-à-dire les pays non alignés, en fait, qui s'étaient battus à l'époque et qui a recréé justement avec un pays d'Amérique latine, un pays d'Afrique, un pays, l'Inde, les plus grands pays comme la Russie, la Chine et l'Inde. Donc ça a recréé un dialogue, si vous voulez, qui a été très, très important, avec aussi la création de la Banque des BRICS, des nouvelles institutions qui ont contrecarré, si vous voulez, les institutions financières hégémoniques qui étaient la Banque mondiale et le FMI. Donc ça a ouvert une porte justement vers cette multipolarité avec un axe de développement, on va dire, plutôt sud-sud. Après, moi, je suis assez optimiste et je vais prendre un seul exemple qui vient de sortir. Vous savez que dans mon livre, j'ai écrit une partie consacrée au développement des technologies et des sciences spatiales pour le continent africain, puisqu'il y a maintenant plus d'une dizaine de pays qui ont lancé leurs propres satellites, formé des jeunes, créé des écoles de sciences et de technologie. Et je pense que ça, c'est vraiment... justement, l'Afrique du futur va se développer vers cette économie réelle et physique, sortir justement des années de non-développement. Et par exemple, il y a 3 semaines, toutes les agences spatiales des BRICS donc, se sont réunies. Il y aura une grande conférence, bon, ça c'est déjà annoncé, le 9 septembre prochain, où justement l'Agence spatiale d'Afrique du Sud, de Russie, de Chine, d'Inde et du Brésil vont se réunir donc pour lancer une coopération entre toutes les agences spatiales de ces pays et créer une constellation de satellites de télédétection, en fait, c'est-à-dire de se libérer aussi de la dépendance que certains pays peuvent avoir de l'extérieur pour pouvoir régler des problèmes tels que la sécurité alimentaire, l'agriculture, les questions climatiques, la recherche et le développement, la gestion des catastrophes naturelles. Je pense que ça, c'est le genre d'initiative que prennent actuellement les BRICS, qui est vraiment orienté vers l'idée d'avoir une Afrique, puisque ça concerne l'Afrique, mais surtout d'avoir tous ces pays-là, si vous voulez, et une vraie économie physique, c'est-à-dire un vrai développement dans les technologies du spatial. On sait, avec le rapport qui est sorti entre la Chine et la Russie dernièrement, ce rapport sur comment la Chine et la Russie vont participer à l'émergence du continent africain, donc la Russie plutôt sur le plan militaire et nucléaire, donc avec beaucoup d'accords dans le nucléaire civil qui ont été signés dans ce cadre-là. Là, on a cet accord sur justement les technologies scientifiques, en particulier du spatial, qui seront très utiles dans plein de domaines pour lutter même contre l'orpaillage clandestin. Certains pays utilisent déjà des satellites, le Nigeria, pour ces choses-là. Donc on a cette initiative des BRICS qui tend, et ça, nous, on le soutient totalement, vers justement un développement de l'économie réelle, vers un développement des sciences et des technologies, vers un développement des qualifications des Africains dans ces domaines-là, et ça ne peut être que bénéfique à moyen terme et surtout à long terme.
Merci Sébastien. Je poursuis avec vous, Michael Egorov. On sait que la Russie et la Chine également s'imposent de plus en plus sur le continent noir, l'Afrique. Il y a plusieurs sommets, sommet Russie-Afrique, il y a sommet Chine-Afrique, mais de l'autre côté, il y a également le BRICS. Déjà, est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêts et aussi, est-ce que ce positionnement intervient, du moins ce positionnement bénéficie de l'impulsion aussi de ce regroupement, c'est-à-dire du BRICS, ou alors est-ce que c'est aussi la résilience, du moins le travail, de des efforts de ces États-là sur le plan, on va dire, individuel? Vous savez, Manuela, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que dans le cas de la Russie et de la Chine, la vision très proche, qui est d'actualité depuis déjà un bon nombre d'années sur beaucoup de questions, l'actualité internationale, ça a aussi beaucoup contribué. Mais il est indéniable aussi que la création des BRICS, mais aussi d'une autre grande organisation comme l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OSS, dans laquelle la Russie et la Chine également sont présentes et jouent un rôle majeur, évidemment, tous ces processus ont beaucoup contribué à ce qu'il y ait une interaction de plus en plus poussée et dans laquelle les deux pays interagissent de façon très active. Et l'Afrique, aujourd'hui, ça devient le cas. Il faut quand même noter que dans le cas de la Chine, l'interaction très importante avec le continent africain, avec les pays du continent africain, ça a déjà commencé depuis le début des années 2000. Enfin, ça a commencé bien avant, mais c'est surtout à partir du début des années 2000 qu'on a vu un véritable développement, un envol, si on veut, dans cette direction. Avec le résultat que l'on connaît, sachant qu'aujourd'hui, tout simplement, la Chine est le premier partenaire économico-commercial des pays africains en qualité d'État, en tant que pays. Voilà, il faut bien le préciser. Alors, dans le cas de la Russie était très présente à l'époque soviétique, à l'époque de la guerre froide. Je veux dire, la Russie avait beaucoup de positions sur le continent africain. L'URSS, la Russie soviétique, a beaucoup contribué à la libération nationale des peuples africains durant la phase de la décolonisation et même la phase qui a suivi cette grande partie de décolonisation, parce que ça ne s'est pas seulement arrêté en 1960, mais ça s'est poursuivi en 75, en 80, avec l'Angola, avec le Mozambique, avec le soutien à l'ANC en Afrique du Sud, avec le soutien à la SWAPO en Namibie, et ainsi de suite. Mais après, effectivement, et ça on revient au sujet qu'on avait déjà abordé précédemment, c'est-à-dire à la chute de l'URSS, beaucoup de ces positions ont été perdues, mais effectivement, depuis ces dernières années, on assiste à un renouveau relationnel entre la Russie et l'Afrique, qui concerne aussi bien les pays qui étaient des alliés donc de l'URSS, avec lesquels il y a eu un renouveau et une réactivation, si on peut dire ainsi, de relations, et l'apparition de nouveaux partenaires avec lesquels il n'y avait pas des liens très forts, peut-être à l'époque, courant XXe siècle, notamment la République centrafricaine, qui est souvent mentionnée, même si ce n'est pas le seul exemple. Les exemples sont nombreux. Il y a aussi le Burundi, il y a la Guinée équatoriale, il y a plusieurs autres pays avec lesquels aujourd'hui l'interaction est en train de grandir. Mais en tout cas, oui, il y a l'autre aspect aujourd'hui qui fait très peur justement à l'establishment occidental, c'est qu'au départ, quand la Russie a commencé à reprendre pied, si on peut dire ainsi, en Afrique, certains analystes voulaient dire que oui, c'est-à-dire que là, du moment que la Russie commencera à créer de la concurrence à la Chine, c'est là que les relations vont commencer un petit peu à se gâcher. Et aujourd'hui, on voit bien que cela n'arrive pas, et au contraire, il y a récemment il y a eu une rencontre entre les experts russes et chinois qui s'était organisée. D'ailleurs, M. Perimoni, on avait fait un écho, l'Institut Schiller en avait parlé, moi j'avais justement repris les informations avec cette publication, j'avais fait un article là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a des experts russes et chinois qui se rencontrent pour parler de comment ils peuvent se compléter sur le continent africain, travailler ensemble, c'est-à-dire non pas dans un esprit purement de concurrence, même s'il peut y avoir aussi une certaine concurrence, parce que par exemple, s'il y a une entreprise russe et chinoise qui propose le même type de service, oui, il peut y avoir une concurrence. Mais de façon générale, il faut quand même comprendre une chose, c'est que les sphères de savoir-faire russe et chinois en Afrique sont quand même un peu différentes. C'est d'ailleurs, M. Perimoni l'a bien fait de le dire, il est vrai que le savoir-faire chinois, les domaines dans lesquels la Chine est très présente en Afrique, ce n'est pas forcément les domaines dans lesquels la Russie est aujourd'hui forte. Et au contraire, vice-versa, les domaines dans lesquels la Russie peut proposer un véritable partenariat intéressant pour ses partenaires africains, pour ses amis africains, ce n'est pas forcément des domaines où la Chine excelle. Donc vous voyez, véritablement, aujourd'hui, on arrive à une sorte de complémentarité chino-russe sur le continent africain, c'est quelque chose de très intéressant, et vu la réaction que ça suscite au niveau de certains experts occidentaux, je pense que ça confirme
la bonne direction de cette voie. Et encore une fois, le plus important, c'est qu'au-delà de cette interaction sino-russe, du moment qu'elle est appréciée et voulue par les Africains, par les peuples africains, dans le strict respect de leur souveraineté, de la vision panafricaniste, je pense que c'est là qu'on pourra effectivement bâtir quelque chose d'intéressant pour toutes les parties, et c'est là qu'on pourra effectivement parler, non pas dans les mots, mais dans les faits, d'un partenariat gagnant-gagnant. Voilà. Merci à vous. Partenariat gagnant-gagnant. Gamal Abina, est-ce que vous pensez que c'est possible justement au sein, du moins à partir du BRICS, qui est donc la matérialisation de ce partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique? Tout à fait. Je vais aller encore plus loin que ce qui est dit là. Oui. Je rappelle à titre indicatif que les BRICS sont des pays qui n'ont jamais été des colons. C'est-à-dire qu'ils ont un passé, ils ont été colonisés, comme la Chine par exemple, qui a subi par les terreurs de l'opium la destruction par l'Angleterre de son territoire. Mais ces pays n'ont pas été des colons. Donc ils n'ont pas une mentalité, ce que disent très bien les Chinois, de néocolonialistes. C'est ce que disent les Occidentaux pour disqualifier la Chine, par exemple, aujourd'hui la Russie. Deuxième chose qui est rassurant, et vous avez bien fait de le rappeler à l'instant, c'est qu'effectivement, pour une fois, les Chinois et les Russes ne sont pas en concurrence. On n'est plus sous l'ère de Brejnev, ou je ne sais quel autre président qui précédait l'URSS, où il y avait cette concurrence sino-russe sur tous les territoires et sur l'idéologie. Maintenant, ils sont en complémentarité, ils ne sont plus en concurrence. Ils ont su intelligemment comprendre que leur adversaire, qui a essayé de les détruire tour à tour en 89, étaient les Américains, les Occidentaux en général, mais surtout les Américains. Et ils comprennent aussi que le gâteau africain, qui est quand même, je le rappelle encore une fois, le plus grand continent de la Terre, c'est pas rien l'Afrique, qui détient toutes les plus grandes ressources au monde, des terres rares dont on a besoin absolument aujourd'hui, les ressources minières, pétrolières, gazières, du bois, du charbon, tout ce que vous voulez. L'Afrique est un immense potentiel de ressources qui a toujours été exploité dans le but d'enrichir l'Occident. Je rappelle encore une fois, moi je suis d'origine algérienne, donc que rien que pour l'Algérie, le colon qui vient d'Algérie, qui était, je le dis aujourd'hui de façon très claire, était un feignant, ne travaillait pas. On oublie toujours que le colon n'est pas un travailleur. C'est un feignant qui exploite des esclaves. Les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, et toute l'Afrique ont été réduites à l'esclavage pour servir leurs intérêts et uniquement leurs intérêts. Ils n'ont pas apporté le bien-être. Les Russes, par exemple, dans la collaboration avec les Africains, ont apporté de l'éducation et ont apporté un soutien. On va prendre l'exemple très concret de l'Égypte, par exemple, à l'époque de Nasser. Il a demandé soutien américain pour construire son haut barrage d'Assouan. Il a été refusé par les Américains et c'est les Russes qui sont revenus à son concours. Ensuite, les Arabes ont été aidés par rapport à la guerre israélo-palestinienne, israélo-arabe plutôt, pour faire face. Ils avaient des armes russes. L'Algérie aujourd'hui s'équipe essentiellement par la Russie. Et la Chine apporte son expertise dans le domaine de la construction, du savoir-faire et de la technologie. Donc toutes ces complémentarités existent, effectivement. Ces complémentarités sont nécessaires pour se libérer, pour s'émanciper de cette aliénation occidentale qui nous a toujours écrasés. Et il est vrai aussi que ce sont des pays, c'est un rapport sud-sud. On peut classer aussi la Russie comme étant du Sud. C'est-à-dire que c'est des rapports qui sont beaucoup plus sains. Il y a des rapports d'intérêt, évidemment, mais il y a aussi des rapports de co-développement qui existent et qui sont visibles depuis 20 ans avec la Chine en particulier. Quand la Chine, par exemple, va construire une route au Cameroun, elle y propose en plus en cadeau un hôpital. Ça, on l'oublie. Quand la France va construire une route qui coûte 3 fois plus cher, une petite route en plus au Cameroun, ça coûte très cher et il n'y apporte rien. Il n'y a pas du tout d'échange, il n'y a pas de transfert de technologie, de compétences et de volonté de développement. Donc, il est vrai, effectivement, que le fait que les BRICS s'intéressent à l'Afrique est nécessaire, à mon sens, parce il y a un des intervenants qui a dit tout à l'heure, on n'a pas des pays en voie de développement, on a des pays à qui on a arrêté le développement. C'était stopper le développement. Aujourd'hui, ces pays sont en croissance depuis à peu près une vingtaine d'années, et cette croissance, elle est intimement liée aux investissements chinois, russes, brésiliens, enfin aux investissements étrangers qui ne sont pas les Français, Anglais et Américains. Donc c'est vrai que c'est une très bonne chose, et je pense qu'effectivement, on peut espérer une sortie de crise de l'Afrique, qui est en train de croître actuellement, et un développement enfin qui soit acquis. Merci Gamal Abina. Luc Michel, on poursuit sur la question avec vous. Lorsqu'on parle du BRICS, on parle justement aujourd'hui d'un partenariat qui serait très efficace pour justement contrer l'hégémonie de l'Occident sur l'Afrique. Alors, est-ce que le BRICS justement est à même de contrer cette hégémonie-là occidentale sur le continent africain? Je ne partage pas l'enthousiasme et aucune des analyses que je viens d'entendre. Il faut se rappeler que la collaboration entre la Chine et la Russie, elle s'inscrit dans le cadre de l'Organisation de coopération de Shanghai. Les BRICS, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble artificiel. On a réuni un certain nombre d'économies émergentes. C'est la banque Goldman Sachs américaine qui les a créées. Mais la géopolitique, elle démontre que la géoéconomie n'explique pas le monde actuel. Qu'est-ce que c'est les BRICS?
c'est un ensemble artificiel où 3 États des BRICS sont liés militairement et stratégiquement à l'Occident. Il y a tout d'abord l'Inde qui affronte la Chine pour le contrôle de l'océan Indien, qui est l'allié militaire des États-Unis, de la France. Il y a Macron qui est allé il y a 2 ans là-bas, et surtout d'Israël. Deuxièmement, le Brésil. Le Brésil a été réorienté par Bolsonaro dans le cadre d'un partenariat nord-nord interaméricain et plus dans un partenariat sud-sud. Enfin, l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la porte d'entrée des États-Unis et du monde anglo-saxon en Afrique. Les Américains ont d'ailleurs un grand projet, c'est d'angliciser toute l'Afrique du Sud jusqu'au Grand Lac et d'orienter au XXIe siècle cette partie de l'Afrique séparée du reste de l'Afrique vers la géopolitique des États américains et plus du tout vers la géopolitique africaine. Donc moi je dis, il n'y a pas grand-chose à attendre des BRICS. Lorsque les BRICS, certains pays, ont un partenariat qui favorise l'Afrique, c'est dans le cadre non pas des BRICS, mais des intérêts nationaux, économiques, égoïstes. Par exemple, les Brésiliens dans l'industrie agroalimentaire au Congo-Brazzaville. Donc il ne faut rien attendre des BRICS, c'est le cheval de Troie des Occidentaux au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai. Merci à vous, Luc Michel. Eh bien, on fait le tour pour sortir justement sur cette question, votre intervention qui relance bien sûr le débat. Et voilà, l'unique question peut-être pour sortir, est-ce qu'il faut peut-être faire confiance aux BRICS? Doit-on rester enthousiaste? Doit-on se méfier justement de ce groupe? Rappelons que l'Afrique du Sud également fait partie de ce groupe des 5 de ces États. Alors, avec vous, peut-être Sébastien Périmoni, à la lecture, justement, après la lecture de Luc Michel, il faut se méfier justement des pays du BRICS parce qu'il a expliqué un certain nombre d'enjeux justement, qui pourrait expliquer que l'Afrique ne devrait pas être très enthousiaste face à ce partenariat. Oui, bah, moi, c'est clair que je ne partage pas du tout l'analyse qui a été faite par M. Luc Michel. Voilà, moi, je pense que les BRICS, en effet, à la base, il est vrai que c'était un projet plutôt occidental. Je pense que quand même, ce qu'on fait derrière la Russie et la Chine pour réorienter justement les BRICS vers cette coopération sud-sud, vers la création de banques d'investissement, ce n'est pas des banques d'investissement qui ont été créées par Goldman Sachs. Donc, c'est des banques d'investissement qui ont été créées justement par l'association des BRICS, qui a donné aussi naissance à la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. Et donc, qu'aujourd'hui, ça a un effet bénéfique. Mais en effet, tout dépend. C'est sûr que les BRICS, dans la vision de Bolsonaro, ce n'est pas tout à fait la même chose que les BRICS dans la vision du président précédent, Lula. Donc, si vous voulez, ça dépend aussi des interactions qui ont lieu à l'intérieur de ces BRICS. Donc, en effet, les États-Unis ont poussé Bolsonaro au pouvoir, ont essayé de changer les régimes en Argentine, en toute l'Amérique latine et en Afrique, d'ailleurs partout pour que ça les arrange, et essayent de faire capoter cette dynamique. Après, là où c'est aussi un autre point important, je pense, dans l'association des BRICS, c'est que là où, comme on l'a dit, M. Abinal l'a très bien dit sur cette complémentarité qui a lieu maintenant entre la Russie et la Chine, et M. Gamandi aussi, c'est que là, la Chine et la Russie sont avec l'Inde. Et en effet, la France, l'Occident essaye de jouer l'Inde contre la Chine, contre la Russie. Et je pense que cet espace de coopération, et je parlais de cette réunion qui aura lieu le 9 septembre, justement cet espace de coopération pour le développement réel, c'est-à-dire des applications spatiales, comme je l'ai mentionné, permet aussi de rassembler l'Inde, la Chine et la Russie dans le cadre de ce type de partenariat et qui va à l'encontre justement de la volonté constante de l'Occident de diviser tous ces pays. Hein. Ce que disait Michael, on a essayé de diviser la Russie et la Chine pendant des années et des années. Aujourd'hui, c'est terminé. Et moi, mon pari, et c'est le pari que pousse notre institut en soutenant l'initiative des BRICS, c'est que justement la Chine, la Russie, l'Inde puissent se rapprocher de cette vision d'un développement et d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'Afrique, sans tomber justement dans la géopolitique de la division. Et je pense que l'Organisation pour la coopération de Shanghai, je pense que la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, l'Organisation des BRICS, dans la vision de la Chine et de la Russie particulièrement, est un levier justement pour contrecarrer justement cette division du monde en chapelles britanniques, en chapelles américaines ou en chapelles indiennes. Vous voyez.
Donc moi, je pense que cette initiative, elle a ses défauts, mais je pense qu'elle est structurellement, potentiellement fondamentale pour l'avenir du monde. Merci Sébastien Périmoni. Gamal Abina, toujours, je poursuis avec vous sur la même lancée. Hein. Après les analyses de Luc Michel, il ne faudrait peut-être pas être aussi optimiste face à ce partenariat. Je vais encore plus pousser le bouchon. Non seulement je suis optimiste, mais je pense que Luc Michel, qui ne se trompe pas sur les influences qui existent, mais deux choses en dernier lieu. C'est pas parce que les Américains ou une organisation quelconque, un think tank, va nommer des gens que ça leur donne le contrôle sur ces gens. On parle quand même de 2,5 milliards de personnes en termes numériques que représentent les BRICS. C'est pas rien. On parle surtout de la Chine et de l'Inde, de la Chine, excusez-moi, et de la Russie, qui sont de vrais ennemis déclarés depuis toujours des États-Unis. Il y a eu une petite période de guerre froide qui s'est calmée, mais c'est reparti. On parle d'une guerre économique. On ne se fait pas de cadeaux en économie. C'est des parts de marché qu'on va prendre par la force, par la conviction et par des rapports de séduction. Donc les États-Unis qui sont en recul partout, qui ont peur de voir aujourd'hui la vraie question qui se pose pour les États-Unis, est-ce que le dollar va être impacté? Est-ce qu'on va enfin en finir avec cette monnaie de singe? C'est ça la question qui se pose. Et les Chinois, ils pensent à faire un yuan qui serait par exemple adossé à des crypto-monnaies ou à du pétrole. Mais surtout, il ne faut pas perdre de vue, c'est pas parce que Bolsonaro, cet extrémiste de droite qui est au pouvoir depuis peu finalement au Brésil, est aux commandes que Bolsonaro, c'est le Brésil. Bolsonaro, c'est un Brésil finissant. On avait Lula avant qui était très tiers-mondiste. On a surtout aujourd'hui les Chinois et les Russes qui sont totalement opposés. On a les Indiens qui iront au gré de leurs intérêts, c'est vrai, mais on a surtout les Sud-Africains. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec l'analyse produite par notre ami Luc Michel. C'est pas parce que les Sud-Africains parlent anglais qu'ils sont sous nécessairement l'influence du Commonwealth anglais ou des États-Unis. Ils ont des intérêts partagés, c'est vrai, mais il y a surtout l'idée de se dire que l'Afrique du Sud a subi, et je parle des Noirs africains, je ne parle pas des Blancs, a subi un racisme violent qui a duré quand même très longtemps, des décennies entières, dans des conditions atroces, et qu'aujourd'hui l'Afrique du Sud, je le rappelle à nouveau aussi pour M. Michel, est le pire ennemi d'Israël quasiment, avec l'Algérie sur le continent africain, ceux qui ont fait une fronde, on en parlera tout à l'heure. Donc on ne peut pas dire que l'Afrique du Sud soit alignée sur les thèses américaines. Puis encore une fois, quand on voit par exemple que le Rwanda appartient au Commonwealth, c'est pas parce qu'il aime les Anglais, c'est parce qu'il déteste les francophones. Et parce qu'il s'est dit finalement, le modèle français, ça ne nous a pas apporté de développement, on va tenter l'alliance avec ce fameux Commonwealth, qui est un marché commun anglais, qui était une décolonisation un peu plus douce et surtout avec un néocolonialisme qui est beaucoup moins violent que celui des Français, qui lui n'est là que pour piller les richesses. Donc non, je pense qu'effectivement cette initiative a de beaux jours devant elle. Je pense qu'il faut se méfier évidemment, on ne signe pas un chèque en blanc, mais que depuis 20 ans, je parlais beaucoup des Chinois et des Russes tout à l'heure, c'est quand même un exemple évident, depuis 20 ans, ces gens ont démontré qu'ils étaient là pour un co-développement, qu'ils étaient là pour apporter quelque chose en plus de prendre de la richesse. Chacun y voit ses intérêts, mais au moins dans la stratégie sino-russe, à tout le moins sino-russe, on se rend bien compte qu'il y a quand même des choses positives qui sont arrivées en Afrique, ce qui n'était pas le cas avec les Occidentaux pendant 100 ans. Merci Gamal Abina. Michael Garmondi, votre avis sur la question, on peut sortir aussi avec vous. Je partage les analyses de M. Périmoni et de M. Abina pour plusieurs raisons. Tout d'abord, en ce qui concerne l'Inde, il faudrait quand même rappeler, et là on ne parle plus seulement d'économie, on parle aussi de relations stratégiques. L'Inde fait partie des principaux partenaires de la Russie dans la sphère militaro-sécuritaire avec la Chine et l'Algérie, au niveau mondial. Et ça, c'est quelque chose qui date depuis plusieurs dizaines d'années et personne n'a pu jusqu'à maintenant bousculer ça. Oui, les Français et les Américains essayent de prendre des parts de marché dans le domaine de la défense sur le marché indien. Ils ont réussi à prendre quelque part, mais cela n'a pas nui grandement à l'interaction très importante sur le plan militaire qui existe entre la Russie et l'Inde. D'ailleurs, pour vous dire, il y a des missiles qui s'appellent Brahmos qui sont produits conjointement par la Russie et l'Inde. C'est très important. Un autre exemple, c'est qu'il y a quelques années, lorsque l'Inde a décidé d'acquérir les systèmes antimissiles DS-400 à la Russie, au même titre que la Chine, les Américains ont menacé l'Inde de sanctions. D'ailleurs, parce qu'en général, aujourd'hui, tous ceux qui achètent de l'armement à la Russie, les Américains les menacent de sanctions. Et ça n'a pas fait fléchir l'Inde. Elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle a maintenu le cadre stratégique dans le domaine militaro-sécuritaire avec la Russie. Bolsonaro, effectivement, ça c'est un petit peu l'exception à la règle. Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que ce n'est pas Lula, ce n'est pas Dilma Rousseff, mais le Brésil, je veux dire, ce n'est qu'un des membres des BRICS. Et comme l'a bien dit M. Abina, Bolsonaro ne représente pas tout le Brésil. Surtout, voilà, moi, je connais bien le Brésil, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je connais un petit peu les opinions qui sont en train d'y régner actuellement. Même s'il faut pas, ça ne veut pas dire que
les forces progressistes vont certainement revenir au pouvoir, mais en tout cas, il y a des chances sérieuses que cela arrive. Enfin, effectivement, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, M. Abina l'a bien rappelé, et je voulais justement aussi faire ce rappel, c'est un des pays africains, au même titre que l'Algérie, qui est opposé à une quelconque normalisation avec l'État sioniste sur le continent africain. C'est une position constante qui n'a pas changé. L'Afrique du Sud, lorsqu'elle était membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, l'Afrique du Sud a soutenu les positions russes et chinoises sur la Syrie, sur d'autres dossiers internationaux, en opposition au bloc occidental. Donc, il y a bien des forces néocoloniales qui sont actives en Afrique du Sud, ça c'est indéniable. J'ai été en Afrique du Sud, je sais de quoi je parle. Mais le fait est que le noyau dur de l'ANC, les forces révolutionnaires du parti au pouvoir, reste très tourné vers la Chine et la Russie. C'est historique et personne ne peut changer ça, malgré toutes les tentatives anglo-saxonnes de vouloir nuire à ça. Donc voilà. Donc moi, voilà mon avis sur l'avenir des BRICS. Je reste fermement optimiste sur la suite. Et encore une fois, ce n'est pas un pays ou quelques éléments qui puissent changer radicalement la donne, à condition de poursuivre dans la direction qui a été choisie. Michael Garmondi, Luc Michel, on sort avec vous sur cette question. Moi, je ne change pas d'avis. Je pense que mes collègues confondent justement l'Organisation de coopération de Shanghai, qui structure la relation russo-chinoise, avec les BRICS. L'Inde, elle a fait en 2019, lors de la visite de Macron en Inde, elle a fait des accords militaires qui ouvrent toutes les bases militaires françaises dans l'océan Indien, la marine de guerre indienne, qui est engagée dans une lutte sans merci pour le contrôle de l'océan Indien. L'Afrique du Sud, moi je l'ai vécu de l'intérieur. Lorsque Kadhafi essayait de lancer l'Union africaine autour d'un nationalisme économique africain, immédiatement l'Afrique du Sud, qui est libérale d'idéologie, elle a lancé notamment le NEPAD qui visait à combattre Kadhafi. Je n'attends rien des BRICS, j'attends tout de la Russie et de la Chine, mais il ne faut pas confondre les uns et les autres. Une fois de plus, le 21e siècle, il s'explique par la géopolitique et pas par l'économie politique. Je rappellerai quand même quelque chose, c'est qu'avoir des relations économiques, ça n'empêche pas de se faire la guerre. Le principal partenaire économique en août 1914 de la France, c'était l'Allemagne. Elles se sont impitoyablement détruites pendant 4 années. Merci à vous, Luc Michel. De toutes les façons, on rappelle que c'est deux thématiques, c'est-à-dire que l'actualité du côté de l'Afghanistan, mais aussi l'actualité économique en ce qui concerne le continent noir et bien sûr certains autres groupes seront une fois de plus abordés dans nos prochaines éditions puisque ça reste bien sûr des questions essentielles qui concernent l'Afrique et qui restent d'actualité. Alors on va prendre une autre transition, ensuite on revient pour justement décrypter quelques événements qui se sont déroulés dans le monde. Eh bien voilà, on parle de cette fois-ci de l'actualité géopolitique. Gamal Abina. Alors, avec vous, on va parler de cette décision de l'Union africaine, l'institution panafricaine, qui a donc officialisé, qui a décidé de donner le statut d'observateur à Israël. On rappelle que c'est une décision qui divise justement les pays de l'Union africaine. Alors, comment comprendre déjà cette décision? Quelle est la plus-value en ce qui concerne cette décision-là? Qu'est-ce qu'Israël peut apporter à l'Union africaine? Voilà, qu'est-ce qui explique justement ce statut d'observateur? Alors déjà, ce statut d'observateur a été obtenu par une personne, un Tchadien. C'est la suite de la politique tchadienne qui a eu un rapprochement depuis le père Idriss Déby et puis le fils. C'est le fils qui a initié ça. Un rapprochement avec Israël pour des raisons simplement et bassement stratégiques et militaires. Ils avaient besoin de soutien et d'armement, donc ils ont fait appel à Israël. Et puis en contrepartie, la reconnaissance est faite, les relations sont installées, alors que ce n'était pas le cas avant. La chute, on en a parlé il y a un instant, de Kadhafi a beaucoup bousculé les choses. Il faut se rappeler que c'est Kadhafi qui était à l'initiative de l'Union africaine. Et qu'en 2002, lorsqu'il crée l'Union africaine à Tripoli, je crois, à Sirte, lorsqu'il crée l'Union africaine, évidemment, c'est pour évincer Israël. Pas seulement, mais en partie. Parce qu'Israël était déjà membre observateur de l'OUA. Donc, cette façon peu habile d'Israël de vouloir de normaliser sa présence dans la région
en créant des liens avec l'Afrique, est très étonnante, dans la mesure où, rappelons quand même, qu'ils vendent l'idée selon laquelle ils auraient été indépendants de l'Angleterre en 1948, ça c'est le roman national israélien, mais ils oublient gentiment de dire qu'ils colonisent une terre qui s'appelle la Palestine. Et donc, lorsqu'ils voient des Africains qui ont tous été colonisés, quasiment, et qu'ils se présentent comme des anciens colonisés, c'est un peu ça l'idée, des collaborateurs, des gens qui vont les aider, ils passent par perdre des profits le fait qu'ils ont été les pires collaborateurs de l'État raciste sud-africain, lorsque c'était à l'époque de l'apartheid avant la libération Mandela. Pendant quasiment 50 ans, ils ont été un collaborateur chevronné de l'Afrique du Sud, ces deux nations étaient les deux nations qui étaient considérées comme étant les parias du monde parce qu'elles ne respectaient aucun des principes humains, les droits moraux et tout le reste. Et surtout, Israël achète littéralement sa relation avec les Africains. Je prends plusieurs exemples. Je ne vais pas parler du Rwanda, on ne va pas revenir sur le Soudan qui a accepté l'accord avec Israël parce qu'il y a eu un coup d'État contre Béchir et que finalement, le nouveau gouvernement a dit pour pouvoir sortir par les Américains, c'est toujours les Américains qui font la manœuvre, sortir d'États terroristes, d'États parias et surtout recevoir des soutiens financiers, ils acceptent la relation avec Israël, ce qui est quand même incroyable pour le Soudan. Ça paraît extraordinaire, ça reste un pays arabe. Que, évidemment, le Tchad a fait de même pour des questions d'armement. On l'a vu aussi avec le Soudan, par exemple, avec le Maroc, qui a accepté de reconnaître Israël parce que Trump a lancé qu'il reconnaîtrait la maroquinité sahara-occidentale. Bref, à chaque fois, on se rend bien compte que pour qu'Israël soit accepté, il faut un donnant-donnant, un échange, soit économique, soit financier. Et Israël arrive en Afrique pour dire quoi? Pour dire, nous, on va vous aider à lutter pour deux choses. À lutter contre un virus, contre le Covid. Ça c'est une plaisanterie, je ne sais pas en quoi. Ils ont du mal déjà chez eux à lutter, ils vont aider l'Afrique. Et la deuxième chose, à lutter contre le terrorisme, comme par hasard. Donc, on traduit terrorisme en général, c'est plutôt les mouvements islamistes qui les intéressent. Donc, l'expertise israélienne en matière de terrorisme, bon, on peut en discuter. Mais il est certain que cette façon de vouloir montrer patte blanche à un continent qui a subi le colonialisme et qui sait ce que veut dire colonialisme, et le faire par la petite porte, c'est même pas démocratique. Ils sont passés par ce représentant tchadien qui a d'autorité accepté l'idée qu'il siège en tant que membre observateur. Ça a expliqué la levée de bouclier des Algériens, puis après des Sud-Africains évidemment, des Égyptiens, tout un tas de pays qui ont commencé à suivre pour dire attendez, la méthode n'est pas bonne, vous n'avez consulté personne, c'est fait d'autorité, on ne l'accepte pas. Surtout que la question palestinienne, je le rappelle tout de même, est un fondement de la création d'une Union africaine. C'est-à-dire qu'on considère que la Palestine, tant qu'elle ne sera pas rétablie dans ses droits, on considérera que que l'Israël ne sera pas reconnu comme étant un État normal, quoi. Et pour finir, surtout, on se rappelle que Mandela disait à l'époque, en son temps, et c'est pas rien, hein, il disait que l'Afrique du Sud ne sera libérée que lorsque la Palestine sera libérée intégralement. Eh bien, c'est pareil pour les Algériens. C'est le même discours du FLN à la fin de la Révolution. L'Algérie ne sera libérée que lorsque la Palestine sera libérée. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que ces relations en trompe-l'œil, qui n'ont pas été toujours d'ailleurs mauvaises. Il faut rappeler que l'Afrique du Sud, enfin que l'Afrique en général, au départ, ils ont reconnu assez rapidement Israël. Puis après, après les guerres de 67 contre l'Égypte, puis 73, les relations se sont tendues et il y a eu des ruptures de relations diplomatiques totales. Aujourd'hui, 46 pays africains sont en relation avec Israël, sur 54, c'est énorme, mais tous ne sont pas prêts à accepter tout et n'importe quoi, surtout au moment où Israël bombarde les Palestiniens. Donc, effectivement, c'est une façon de se faire accepter sur le continent, de pouvoir prendre des parts de marché, encore une fois, parce que c'est toujours intéressé, de pouvoir vendre leur technologie militaire et leur expertise, et de pouvoir exploiter les mines de diamants, ça on en parle beaucoup, mais aussi d'autres ressources. Donc Israël a un besoin criant de ces ressources, a un besoin criant d'une reconnaissance politique et d'une assise de normalisation, je parle en termes d'image, en Afrique, qu'elle n'a pas aujourd'hui, et c'est une façon détournée de pouvoir accéder à ces fins. Malheureusement, pour eux, j'espère qu'au mois d'octobre, ils vont se mettre d'accord pour stopper cette mauvaise plaisanterie, Israël n'a pas montré le moindre signe de velléité de faire la paix. Je prends l'exemple, par exemple, des accords de Camp David qui avaient été signés avec l'Égypte. Il était dans ces accords aussi prévu que la Palestine recouvrerait ses droits. Bien non. En 1993, Israël commence à faire la paix avec la Palestine, promet un État au bout de 5 ans qui n'arrivera jamais. Les Africains commencent à faire la paix au fur et à mesure en se faisant avoir par cette fausse promesse. Et aujourd'hui, Israël fait faire la même chose. Elle fait faire croire qu'elle est là pour aider l'Afrique dans sa lutte contre le Covid et contre les djihadistes. Mais en vérité, ce qui l'intéresse clairement, c'est une image de respectabilité et puis surtout les marchés africains. Faut pas rêver, il y a beaucoup de rapports économiques là-dedans. Merci à vous, Gamal Abina. Je poursuis avec vous, Michael Garmondi. Cette fois-ci, on va parler de la République centrafricaine là-bas, une filiale du groupe français Castel.
est accusé d'avoir soutenu les rebelles. Alors, de quoi est-il réellement question? Est-ce qu'il est question de sécurité? Parce qu'on nous dit en tout cas qu'il s'agirait tout simplement de simples négociations qui n'ont rien à voir avec, entre autres, la déstabilisation, si on pourrait le dire, de la République centrafricaine. Vous savez, il y a plusieurs choses à dire sur ce dossier. Tout d'abord, ce ne serait aucunement surprenant que cette entreprise qui appartient au groupe français Castel aurait été impliquée de liens avec les groupes rebelles. Après tout, ce n'est pas quelque chose de nouveau et je veux dire, ce n'est pas la première fois qu'une structure affiliée à un grand groupe occidental puisse avoir des liens avec des éléments armés qui déstabilisent la situation sécuritaire du pays dans lequel il se trouve. Donc à ce niveau-là, il n'y a rien de, je pense, étonnant à ce que cela puisse arriver. Ceci étant dit, ce dont j'aimerais porter l'attention, c'est qui sont les auteurs de cette enquête. La fameuse ONG The Sentry, qui est, comme on le sait, qui est basée à Washington et qui est tout simplement une plateforme, appelons-la comme ça, qui travaille pour le compte des services américains qui visent à déstabiliser les intérêts, y compris géopolitiques, de ses principaux adversaires. C'est cette même organisation qui, il y a quelque temps, a sorti justement cette fameuse enquête sur les allégations de crimes commis par les forces armées centrafricaines, les FACA, et des instructeurs russes présents en Centrafrique. Donc, certains vont se dire, mais c'est quoi cette logique? Comment ça se fait que d'un côté, ils attaquent la Russie, ils attaquent la France? Ben, vous savez, moi, j'y vois deux raisons. Tout d'abord, parce que The Sentry, comme plus généralement l'establishment américain, ils savent parfaitement sonder l'opinion publique des gens. Et ils ont bien vu qu'après toutes ces attaques récentes qui ont visé l'interaction russo-centrafricaine, au vu de l'opinion publique centrafricaine dans sa grande majorité, et plus généralement de l'opinion publique africaine, ils ont vu que ça n'a pas donné le résultat escompté. Aussi bien lorsque c'était les médias du mainstream francophone ou anglophone qui se sont mis au travail, on a bien vu la réaction des gens qui souvent tout simplement renvoyaient la question à ces médias en disant, écoutez, si vous voulez faire du travail honnête, faites-nous des reportages sur le mercenariat occidental, faites-nous les reportages dans les travaux de déstabilisation que les gouvernements occidentaux, américains, français, britanniques et autres font en Afrique et tout ça. Donc là, The Sentry, qu'est-ce qu'ils essaient de faire selon moi? C'est de faire un jeu. Ah ben oui, mais voilà, nous on essaie d'être objectifs, c'est-à-dire que on a fait un rapport qui visait à ternir l'image de la Russie en Afrique. Ça n'a pas vraiment marché. L'opinion publique centrafricaine et plus globalement africaine est restée malgré tout globalement très globalement positive vis-à-vis de cette interaction. Donc là, on fait un croche-pied à son allié, en l'occurrence français, parce que tout simplement Washington n'a aucun état d'âme. Ça a été effectivement déjà dit plusieurs fois, les Américains n'ont aucun état d'âme à faire des croche-pieds et des sales coups à leurs propres alliés qu'ils ne considèrent que comme des supplétifs, des instruments qu'ils peuvent utiliser autant qu'ils veulent et puis jeter à la poubelle lorsqu'ils n'ont plus besoin. Donc évidemment, là, c'est la France qui se trouve frappée du côté de ses propres alliés, mais sur le fond, sur le fait que ces accusations soient tout à fait plausibles, oui, je n'ai pas le moindre doute et ça ne serait pas quelque chose de nouveau. Mais moi, ce qui me fait gentiment sourire, c'est comment les Américains, encore une fois, en ayant un appétit totalement néocolonial pour les pays africains comme à d'autres endroits du monde, n'hésitent pas à faire un croche-pied aux intérêts de l'allié français, tout simplement pour montrer une bonne image, pour essayer de surfer sur cette vague en Afrique qui critique beaucoup le système de la France-Afrique, mais aujourd'hui, on voit bien que les sentiments panafricains ne s'attaquent pas seulement au système de la France-Afrique, mais s'attaquent plus généralement à la politique de l'establishment occidental, y compris anglo-saxon, qui a beau être plus rusé et plus malin, et sur le plan du néocolonialisme, les anglo-saxons n'ont absolument rien à envier au système de la France-Afrique, et à bien des niveaux, ils sont même pires. Donc c'est ça qu'il faut retenir. Donc vous voyez un petit peu le jeu qui est mené. Certains diront que c'est paradoxal, mais pour moi, ce n'est absolument pas étonnant. Merci Michael Garmondi. Sébastien Périmoni, on poursuit avec vous. Cette fois-ci, on s'intéresse aux attaques terroristes dans le Sahel. Ces derniers jours, il y a eu plusieurs attaques du côté du Burkina, entre autres du Niger
ou encore du Tchad. On essaie de comprendre, on en parlait d'ailleurs, on en a parlé en quelques mots lors de notre, un peu plus haut dans notre discussion, lorsqu'on parlait de la disparition justement du maréchal Idriss Déby Itno, avec la recrudescence aussi des attaques terroristes. Alors comment est-ce que vous expliquez cet état des choses? Votre micro, Sébastien. Oui, pardon, excusez-moi, j'avais éteint. Je pense qu'il y a une histoire, et Monsieur Abina l'a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on comprend que les pays d'Afrique ont subi une politique de non-développement, évidemment, la misère du terrorisme ne peut que se développer jusqu'aux attaques récentes qu'on a vues et qui sont catastrophiques et qui me mettent, je peux vous dire, dans une colère totale. Pourquoi ça me met en colère? Parce que je vais simplement vous citer deux exemples. En 2010, a eu lieu à N'Djamena, au Tchad, une conférence, le Forum mondial de l'eau, où Idriss Déby était l'organisateur, Monsieur Kadhafi était présent, et à l'époque, ils avaient proposé, si vous voulez, de réfléchir à un grand projet de développement pour la région qui s'appelait le projet Transaqua, qui consiste à re-irriguer le lac Tchad, développer des zones agro-industrielles, faire des barrages hydroélectriques en Centrafrique, le président centrafricain était également là, travailler avec également la République démocratique du Congo, puisque le canal se prolongerait jusque dans les affluents de l'Est du Congo. Donc, toute une politique de développement économique, infrastructurel, technologique avait été pensée à l'époque lors de cette conférence. Évidemment, on sait ce qui en a résulté, c'est que Kadhafi a été mis, je dirais, hors d'état de nuire. Ça, c'est un premier exemple qui a créé le chaos dans la région. Maintenant, c'est 30 millions de personnes qui souffrent dans la région d'insécurité alimentaire, déplacements, etc., etc. Donc, c'est une catastrophe alors que le projet avait été proposé dès 2010. Rien n'a été fait. Le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est un peu plus tard, en 2008, quand justement le président du Niger à l'époque, Mamadou Tandja, avait essayé de relancer la dynamique de développement autour du projet Africa Rail, qui était le projet, vous savez, cette boucle ferroviaire qui part d'Abidjan, qui va jusqu'au Burkina Faso, Ouagadougou, qui va jusqu'à Niamey, qui redescend jusqu'à Porto Novo et Lomé. C'est-à-dire tout un environnement de développement infrastructurel, justement, pour que la paix, le développement, l'enrichissement de la population ne permettent pas, justement, le développement du terrorisme qui était alors déjà poussé par cette politique de non-développement. Donc, vous avez ces deux exemples dans le cadre du projet Transaqua qui aurait pu créer des millions d'emplois dans la région. Le projet Africa Rail qui a été saboté, puisque je rappelle que quand Mamadou Tandja avait approché la Chine à l'époque pour lancer ce projet de développement ferroviaire, quelques semaines plus tard, il était par miracle, évidemment, et par hasard, renversé par un coup d'État. Donc, on voit bien qu'à chaque fois que ces pays dans cette région, et aujourd'hui je suis très attristé parce que j'étais récemment en Côte d'Ivoire, je vois que ça touche de plus en plus la Côte d'Ivoire, tous ces pays où des projets de développement d'économie physique, d'économie réelle, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de rester dans des accords de paix, dans des dialogues de réconciliation, dans des blablas de séminaires et de conférences où on parle et on ne fait rien. C'est par ce développement de ces projets, et c'est ça le vrai ennemi de l'oligarchie. Le vrai ennemi de la City de Londres, le vrai ennemi de Wall Street, le vrai ennemi de ces think tanks anglo-américains, c'est ces projets de développement scientifique, technologique et industriel. Donc moi, je dis aux Africains, voilà, c'est des projets qui sont les vôtres. C'était discuté dans les années 60 par Nkrumah, par les révolutionnaires camerounais, par Modibo Keïta. Tous ces gens-là avaient déjà toute cette politique de développement prête. Donc il faut revenir à cet état d'esprit. Il faut que les Africains se réapproprient finalement ces projets, se libèrent du FMI, de la Banque mondiale, de soi-disant l'aide de développement occidentale. Ils doivent en terminer purement, simplement et de manière unilatérale avec cette politique-là, lancer leur propre banque de développement, créer des banques nationales au niveau de leurs États-nations souverains, faire des institutions de planification économique et lancer immédiatement tous ces grands projets de développement infrastructurel pour justement que demain, on arrête de voir des femmes, des enfants, des dizaines, des centaines d'hommes, jour après jour, mourir dans ces attentats terroristes.
Sébastien Périmoni, en une minute, s'il vous plaît, toujours sur la question, en une minute, au regard justement de la recrudescence de ces attaques, on a en droit une fois de plus de s'interroger sur la présence des forces étrangères dans le Sahel, à l'instar de la force Barkhane, par exemple. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec ce rapport du Maryland, si vous voulez, où le terrorisme a chuté de 50% dans certaines régions à partir du moment où les troupes ont commencé à se retirer. Et l'exemple inverse, c'est que justement, il y a cette carte, si vous regardez, il y a une carte animée qui a été mise sur Internet. Je pense que les auditeurs d'Afrique Média ont dû la voir, où on voit que depuis le lancement de l'opération Barkhane, qui a été faite par la France, hein, l'initiative de la France, bah, on voit se développer dans la région, au fur et à mesure des années qui passent, de plus en plus d'attentats terroristes, de plus en plus de morts, et une région où le terrorisme se développe sur des étendues de plus en plus larges, comme je disais, jusqu'en Côte d'Ivoire, demain la Guinée, pourquoi pas le Sénégal, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a un lien direct entre présence militaire occidentale et développement du terrorisme. Donc, il faut vraiment que ça se soit compris, que ce soit dit, que ce soit répété. Et d'ailleurs, je peux vous dire que je l'ai cité à plusieurs reprises chez vous, les Français, la population française, c'est-à-dire pas les élites, pas Jupiter et ses amis banquiers, a très bien compris cela. Plus de 60%, presque 60% aujourd'hui de la population sont pour le retrait des troupes militaires françaises en Afrique. Parce qu'on voit bien que ça n'a ni réglé le problème, ça a fait renforcer le terrorisme. Et que, voilà, et on l'avait vu pareil en Irak, vous savez, quand l'armée américaine a détruit, démantelé complètement l'armée irakienne qui protégeait le pays, le terrorisme a explosé. Donc on voit bien qu'il y a une volonté, évidemment, terrorisme veut dire présence militaire, veut dire contrôle des ressources, veut dire tutelle financière et tutelle militaire, et donc évidemment contrôle de ces régions. Donc il faut que les pays africains, c'est à eux de le faire, hein, se libèrent. J'ai beaucoup d'espoir quand je vois ce qui se passe aujourd'hui au Mali. J'ai aussi de l'espoir quand je vois ce qui se passe en Centrafrique. On a des choses qui vont dans la bonne direction, mais il faut que ce soit fait très rapidement. Michel, eh bien, on va refermer avec vous, hein, bien sûr, sur la question on entre en tout cas avec vous dans les coulisses du soft power russe, du moins la puissance douce de la Russie en Afrique. Votre analyse, Luc Michel? C'est un sujet très important parce que notamment il est lié aux attaques qui viennent de partout aux États-Unis et en France contre Afrique Média et moi-même. Je connais bien le dossier puisque je suis désigné par l'OTAN comme un de ses principaux acteurs. On ne parle pas ici de soft power mais de guerre hybride. La guerre hybride, c'est un concept qui a été élaboré entre 2002 mais surtout après 2014, après les événements d'Ukraine. Il concerne l'Ukraine, la Syrie et l'Afrique. La guerre hybride, qu'est-ce que c'est? C'est la réaction de la Russie considérée comme une puissance pauvre, c'est-à-dire qui a moins de moyens que les Américains ou l'OTAN pour combattre ceux-ci. La guerre hybride, elle a deux aspects. Elle a un aspect militaire, c'est les firmes de sécurité. Comme dit l'OTAN, c'est tout ce qui est en deçà de la guerre. Il y a également la cyberwar, la guerre cybernétique. Il y a enfin un aspect qui lui relaye au soft power, justement, c'est les opérations d'influence. Qu'est-ce que l'OTAN entend par les opérations d'influence? C'est d'une part la diplomatie parallèle, que les Américains appellent la grey diplomatie, la diplomatie grise. C'est les opérations électorales, c'est la participation pour modifier le résultat électoral, notamment les missions de monitoring, etc. Et enfin, c'est la guerre médiatique proprement dit. Il y a toute une série qui vient de sortir fin 2020, début 2021, toute une série d'études des instituts de l'OTAN. Le but, c'est la réponse médiatique, justement, au succès de la Russie dans la guerre hybride. Comment s'est menée cette guerre hybride? Ce n'est pas mené par l'État russe. Précisément, il s'agit pour les Russes de ne pas être mêlés à celle-ci. Si les opérations militaires, les firmes de sécurité russes, par exemple, en Centrafrique, ou si la diplomatie parallèle ou la guerre médiatique fonctionne, eh bien, c'est tout bénéfice pour la Russie. Si ça échoue, la Russie n'est pas impliquée dans cet échec. Les Américains identifient donc des acteurs indépendants qu'ils appellent des entrepreneurs d'influence. Ils en identifient 5.
Il y a notamment les Russes Konstantin Malofiev, qui est l'homme qui gère le secteur conservateur en Europe pour la Russie. Il y a Eugénie Prigozhin et il y a moi-même, puisque je suis le 5e de ces opérateurs, je suis présenté comme celui qui ouvre les nouveaux fronts, ce qui n'est pas faux. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle les opérateurs géopolitiques. C'est la plus grande partie de mon activité. Ce n'est pas les médias, ce n'est pas Afrique Média ou Presse TV ou Web TV. Ça, c'est la partie de l'iceberg. Mon activité, c'est le lobbyisme, c'est la diplomatie parallèle, justement. Je suis très attaqué en Belgique là-dessus. J'ai fait l'objet d'interpellations au Parlement belge et au Bundestag allemand, où on me reprochait justement d'interférer avec la diplomatie officielle des pays de l'Union européenne. Et donc, cette guerre hybride, on peut dire grossièrement que c'est la version moderne de la guérilla. Vous savez que dans toutes les guerres modernes, les armées de guérilla qui se sont opposées dans les armées traditionnelles, eh bien, elles ont gagné ces guerres. La guerre hybride, c'est la même chose. La guerre de l'information, par exemple, Afrique Média et moi-même, nous sommes en train de la gagner en Afrique. C'est ça la colère et l'hystérie contre nous des médias de l'OTAN. Cette guerre hybride, dont on va en parler de plus en plus, c'est un constat de l'OTAN, mais l'OTAN n'est pas resté ni les États-Unis indifférents. Ils ont créé un ensemble d'instituts, de médias bidons, qui sont liés notamment aux vitrines légales de la CIA et au réseau de George Soros. Le but, c'est de nous combattre, de nous diffamer, de nous attaquer. Par exemple, aux États-Unis, je suis présenté dans le cadre de la guerre hybride comme un méchant sorti des films de James Bond, ce qui me fait beaucoup rire. Il faut constater une dernière chose, c'est que ce sont les plus importants instituts militaires américains qui sont impliqués là-dedans. Fin 2020 est sorti un rapport du Pentagone sur la guerre hybride. C'est là qu'on nous dénonce, moi, Afrique Média, etc., comme ce qu'ils appellent les entrepreneurs d'influence. Eh bien, ce rapport, il est directement financé par le Pentagone, le ministère de la Défense américain, et par le service de renseignement de la marine américaine, le Naval Intelligence Service. Voilà ce qu'il faut retenir de tout cela. La guerre hybride, elle va être au cœur des 20 prochaines années. C'est la réponse de la Russie, mais aussi d'autres États, comme l'Iran qui arrive maintenant en Afrique. C'est la réponse à la toute-puissance qui était avant celle des médias et des réseaux occidentaux. C'est la réponse aux révolutions de couleur. C'est la réponse à la désinformation systématique. Ce qui a permis tout cela, c'est l'arrivée des nouvelles technologies, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Vous savez que moi, je fêterai l'année prochaine mes 50 années d'activité politique. J'ai eu dans ma vie des activités politiques dans plus de 26 pays. Au début des années 80, j'étais avec les Soviétiques dans la lutte contre ce qu'on appelait la crise des euromissiles. À l'époque, nous étions censurés. En 40 ans d'activité, on m'a donné 2 minutes sur la télévision belge et RTL. La télévision, je suis allé la chercher à Téhéran, c'est Presse TV. Je suis surtout allé la chercher à Douala, c'est Afrique Média. Afrique Média, 220 millions de téléspectateurs. France 24 Média du Quai d'Orsay, 92 millions. Il n'y a pas photo. Cela explique l'hystérie de tous ces gens. Merci à vous, Luc Michel. Merci d'avoir été avec nous. On rappelle que vous êtes géopoliticien. Merci. Et très bonne journée à vous, Sébastien Périmoni. Merci également d'avoir été avec nous. Vous êtes auteur du livre « Voir l'Afrique avec les yeux du futur ». Vous êtes également membre du Bureau Afrique de l'Institut Schiller. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sébastien Périmoni. Michael Garmondi-Agorov, merci beaucoup. Vous êtes analyste à l'agence Observateur Continental. Très bonne journée à vous. Et enfin, Gamal Abina, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous êtes analyste, expert, spécialiste du monde arabe. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir partagé ce plateau avec nous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de votre édition de Géopolitique internationale sur Afrique Média. À très bientôt.